À la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calaferte avec la participation de Bernard Douéret. Prise de son, Georges Long. Bernard Douéret, je vous dis bonsoir, je dis bonsoir à nos éditeurs aussi. Nous voici une fois de plus réunis pour notre émission La recherche de la tradition. Nous avons parlé la semaine dernière de l'alchimie, nous avons abordé ce problème qui est un problème complexe. Et je crois qu'aujourd'hui vous avez l'intention de nous faire une sorte d'historique de l'alchimie, Bernard Douéret, si je ne me trompe. Oui, c'est cela. Enfin, d'essayer de tracer au moins une ligne de cheminement à travers les époques en ce qui concerne l'alchimie. Et je dis bien un des cheminements possibles, un des cheminements qui paraît avoir authentiquement existé. Parce que les origines de l'alchimie, là aussi, je crois qu'elles se perdent un petit peu, comme il est convenu de dire, dans la nuit des temps. On a l'impression que fort longtemps avant l'époque chrétienne, il y avait des choses alchimiques, disons, en Chine. Il est vraisemblable qu'en Occident aussi, il y en avait. Le cheminement que je voudrais essayer de retrouver aujourd'hui est un cheminement qui, partant du Moyen-Orient, aboutit vers le XII-XIIIe siècle en Occident. Oui. On retrouve d'ailleurs encore là, cette époque du XII-XIIIe siècle qui est véritablement un carrefour de notre histoire. Alors, au départ de ce cheminement, eh bien, nous placerons bien entendu la figure mythique de Hermès Trismégiste, dont la présence d'ailleurs est attestée depuis fort longtemps, puisque le manuscrit le plus ancien qui en parle est un manuscrit qui est à Leyde et qui date du IIIe siècle. Et d'après ce manuscrit, l'alchimie serait née dans l'Égypte hellénistique, et des anges, séduits par les femmes, leur auraient dévoilé les secrets de la nature, les secrets de la création. Voilà l'origine légendaire, si vous voulez, de l'alchimie, une sorte de révélation des plans d'en haut à des femmes. Je pense que tout cela, d'ailleurs, doit être à interpréter, là aussi, d'une manière symbolique. Puisque, enfin, la femme, la Vierge Noire, la materia prima, matière première également de l'alchimiste, c'est effectivement le réceptacle de ce feu dont nous parlions l'autre jour et qui est à la fois force et lumière, énergie et connaissance. Au IIIe siècle, un auteur classique, lui aussi, Zosime, reprend la même idée en disant que c'est Isis, c'est toujours la même chose, qui a été initiée à l'alchimie par l'ange Amnaël. Et nous rencontrons bien sûr le fameux texte de la table d'émeraude. Oui. Le plus ancien manuscrit qui le rapporte est à la bibliothèque d'Uppsala et il date de 934. Il est rédigé en arabe. Et j'insiste sur ce fait parce qu'on va rencontrer précisément les Arabes comme intermédiaires entre cette Égypte hellénistique et le monde occidental pour au moins un des cheminements de cette voie alchimique. La table d'émeraude, bon, c'est un texte qui est très connu, et c'est dans ce texte que l'on trouve le fameux passage auquel nous avons déjà fait allusion la semaine dernière, et qui dit que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et que l'unité doit résulter de la conjonction de ce bas et de ce haut. À signaler également que dans un manuscrit latin, celui-ci, qui était à la Bibliothèque nationale à Paris, dans ce manuscrit latin, donc, la table d'émeraude est précédé d'une préface attribuée à Apollonius de Tyane. Ah bon? Nous retrouvons une figure dont nous avons déjà parlé. Au VIe siècle, un auteur grec, Olympiodore, lui parle de l'alchimie comme d'une science qui est bien établie, qui a ses techniques, qui a ses traditions, enfin qui est complète en elle-même. Et à ce sujet, tout de même une chose qu'il faut signaler et à laquelle nous ne pensons pas suffisamment. Oui. Lorsque nous, modernes, nous étudions mettons les philosophes grecs, je ne sais pas, Platon ou Aristote, nous avons peut-être un peu trop tendance à les considérer uniquement sous l'angle du raisonnable. Oui, de la raison et de la philosophie, enfin au sens où nous l'entendons. Or, il ne faut pas oublier qu'à ces époques-là, une partie seulement de l'enseignement était écrite et il y en avait une autre qui était orale.
Et ça, de très nombreux auteurs de l'Antiquité l'attestent fermement et ne dévoilent pas en quoi consistait cet enseignement oral, car là, il se trouve, comme si vous voulez les initiés d'Éleusis, dont nous avons également parlé, sous le sceau du secret. Mais enfin, je crois que c'est assez important à signaler. Et de la même manière, toutes les mythologies grecques antiques, et je le dis pour montrer que l'alchimie est à la fois partout, si vous voulez, retrace des voyages qui sont hautement symboliques. Par exemple, l'épopée des Argonautes, c'est cette conquête du fruit d'or, le jardin des Hespérides, etc. Mais tout cela, c'est encore une figuration, si vous voulez, d'une quête, bien sûr, mais d'une quête qui est également alchimie. Oui, nous retrouvons l'initiation d'ailleurs chez beaucoup d'auteurs grecs, même des auteurs dramatiques, des auteurs de tragédies, dont on est quelquefois étonné de savoir que précisément en dehors même de leur fonction d'écrivain ou de poète ou d'auteur dramatique, étaient en dehors de ça, à côté de ça, des initiés authentiques. Et oui, et je pense même que l'inspiration de leur art provenait précisément de ces centres. Ça, c'est encore une chose que nous oublions lorsque nous confondons. Nous oublions que nous ne savons pas, d'ailleurs. Nous ne savons pas, oui. Nous sommes toujours gênés, finalement, quand on parle d'inspiration et de révélation, parce que nous avons tendance à croire qu'il s'agit à ce moment-là d'imagination. Alors, l'imagination, c'est plein de fantasmes, ou d'intuition, et l'intuition, c'est encore une chose humaine. Voyez, là, il est évident qu'il y a toute une mentalité à trouver, ou à recréer, ou à créer, je ne sais pas. Toujours est-il d'ailleurs que la lecture des ouvrages d'alchimie a une de ses vertus, c'est un de ses commentateurs, René Allo, qui le souligne, c'est que si ce langage est tellement symbolique que véritablement le lecteur est perdu, mais noyé au bout d'une ou deux pages, au début, si vous voulez, on est attiré par la curiosité, puis ensuite cette affabulation étrange peut séduire, elle a un côté même poétique, si l'on veut, fantastique, mais rapidement on s'aperçoit qu'il s'agit d'autre chose, et qu'il y a un secret linéament qui joint et articule absolument toute chose, et on n'arrive pas à le trouver. Et on peut commettre les plus graves erreurs. Il s'agit de savoir, si vous voulez, à quel moment on peut prendre une chose à la lettre, à quel autre moment, au contraire, il faut la prendre au sens symbolique, et incontestablement, pour y arriver, c'est exercer en soi, le développement d'une certaine aigrette intellectuelle, si vous voulez. Et alors, je disais tout à l'heure que les Arabes ont joué un rôle de transmetteur assez important, en l'occurrence. Curieux de constater d'ailleurs que l'insigne, l'emblème plutôt, du monde arabe est le croissant lunaire, et la lune a bien pour rôle de réfléchir, de renvoyer la lumière. Les Arabes donc ont véhiculé en Occident tout un courant alchimique, et ils ont appris l'alchimie en même temps qu'ils apprenaient la philosophie grecque, et ils ont transmis à l'Occident, qui en avait déjà quelques dépôts bien sûr, mais enfin ils ont retransmis à l'Occident la philosophie grecque, en même temps ils ont transmis l'alchimie. Il y avait en particulier à Bagdad une bibliothèque qui était extrêmement importante et qui comprenait de très nombreux manuscrits alchimiques. Le premier grand auteur classique, c'est l'arabe Djabir. Djabir que souvent les auteurs du Moyen-Âge en Occident appellent tout simplement Geber. Geber, surnommé l'homme aux 3000 livres, il aurait écrit 3000 livres. Là aussi, il faut interpréter, bien entendu. Et comme bien souvent dans ces cas-là, cette signature, si vous voulez, de Geber ou de Djabir, c'est une signature d'école. Elle recouvre une collectivité, une école, oui. Disons peut-être les disciples, à tel ou tel moment, immédiat ou postérieur, d'un homme qui a très bien pu exister, un maître qui a très bien pu exister, et s'appelait Djabir. Nous retrouvons ça en peinture avec Vinci et tas d'autres maîtres. Oui, c'est un petit peu cela, oui. Parce que Djabir, son existence est attestée assez sûrement, il devait vivre vers la fin du 8e siècle environ. Et alors Djabir est l'inventeur des méthodes de dissimulation, si je peux dire, de l'alchimie. C'est ce que certains auteurs ont appelé la méthode dispersive, utilisée encore au XXe siècle par un alchimiste bien connu, Fulcanelli, dans le mystère des cathédrales et les demeures philosophales. Cette méthode dispersive consistant, comme son nom l'indique, c'est un nom inventé par la critique, bien sûr, consistant donc à disperser, à diffuser à travers tout le corps d'un ouvrage les choses sérieuses et les choses moins sérieuses, les choses importantes et les choses moins importantes, et d'autre part à constituer, si vous voulez, une espèce de puzzle à charge pour le cherchant, pour l'étudiant, de reconstituer le puzzle, d'en raccorder les morceaux et d'ainsi peu à peu découvrir les voies et les processus. Oui, c'est valable au fond pour tous les ésotéristes finalement, parce que... il y a toujours un voile, bien sûr. Non, mais enfin, j'entends même, en littérature par exemple, même chez les poètes, on trouve ça chez Dante, et puis on peut même dire chez Rabelais aussi d'ailleurs. Bien sûr. Et peut-être même chez Balzac. Oui, il y aurait à dire effectivement chez Balzac, c'est vrai.
Alors, à partir de cette école, donc des Arabes, tout un mouvement se crée qui suit leur conquête, c'est-à-dire qui passe par le tour sud de la Méditerranée et qui va aboutir ensuite en Espagne. Et on s'apercevra que les mêmes hommes qui traduisaient de l'arabe en latin généralement les œuvres d'Avicenne, de Guébirol, enfin de tous les commentateurs arabes et même également hébreux, ces mêmes traducteurs vont eux aussi traduire des œuvres des alchimistes. C'est le cas en particulier de la fameuse école de traducteurs de Tolède, illustrée par la personnalité de Gérard de Crémone. À partir de ce moment-là, eh bien, on trouve véritablement dans le monde occidental toute une série de noms qui touchent à l'alchimie. Au XIIIe siècle, on parle du catalan Arnaud de Villeneuve, qui aurait été le maître en alchimie de Raymond Lulle. Albert le Grand, à la même époque, cite fréquemment la table d'émeraude. Un petit traité d'alchimie est attribué à Thomas d'Aquin, qui, n'oublions pas, fut le disciple d'Albert le Grand. Roger Bacon également n'ignorait pas l'alchimie. Bref, à partir de cet instant, elle paraît nettement constituée en, disons, une science sacrée officielle mais secrète. Semi-officielle, secrète, oui. Il y avait quelques dangers à cette époque-là, tout de même, à manifester un peu trop ses intentions. On avait un peu tendance à confondre l'alchimiste avec le sorcier. Le sorcier et la magie noire. Quoi qu'il y ait beaucoup à dire encore à ce sujet, parce qu'on s'aperçoit que bien des papes ont protégé des alchimistes, qu'un certain pape Jean XXII a certainement touché de fort près à l'alchimie, qu'un autre pape, alors bien avant cela, le pape Gerbert, qu'on appelle Gerbert d'Aurillac, qui était pape aux environs de l'an 1000, était vraisemblablement également un alchimiste. Voyez. Alors il y a tout un chassé-croisé, si vous voulez, un jeu qui est parfois curieux de la papauté ou du pouvoir officiel vis-à-vis de l'alchimie et de tout ce genre de sciences. Enfin, une certaine méfiance et en même temps une certaine connaissance. Tout au moins l'idée, je pense qu'il y avait là des choses à ne pas révéler par leur nature, à ne pas diffuser en effet ex abrupto dans n'importe quel public. Alors ensuite, au fil des siècles, bien sûr, on va rencontrer pas mal d'autres noms. On trouvera le nom de Nicolas Flamel, par exemple, qui a été si long à trouver le secret du grand œuvre et qu'il l'aurait trouvé sur le chemin de Compostelle. On trouvera ensuite Basile Valentin, Conrad, Paracels également, dont on parle beaucoup à notre époque, parce que lui aussi, comme beaucoup d'autres, il est non seulement un des inventeurs des techniques de la science moderne, mais il est en même temps et d'abord un alchimiste et un homme de tradition. Et ceci nous fait toujours penser que la tradition est une science d'unité, et qu'à partir de cette unité, on peut diffuser et réfracter sur quelque plan que ce soit, suivant l'habileté, évidemment, de celui qui possède cette science. Et puis ensuite, alors au fil des siècles, ça continue chez Cyrano de Bergerac, qui a certainement beaucoup à dire dans ses voyages dans les états de la Lune. Au XIXe siècle, on trouve deux noms, je les cite parce qu'on vient de rééditer leurs œuvres, c'est les noms de Siliani et de Cambriel, avec l'œuvre d'un anonyme intitulée Les Récréations hermétiques, qui est extrêmement importante. Et puis enfin, à notre époque, eh bien, nous trouvons Fulcanelli, dont j'ai déjà parlé, et Jacques Brière également. Et si bien que tout cela nous prouve que le courant alchimique n'a jamais été tué. La chimie n'a jamais tué l'alchimie, ce qui prouve bien qu'il y a là deux choses différentes. Et si personnellement j'aurais tendance à penser que la chimie est une fille effectivement de l'alchimie, j'aurais tendance à penser que la mère est infiniment plus puissante que sa fille, si vous voulez. Bon, bien, nous allons rester sur cette histoire de famille, Bernard Douairet, pour ce soir, et donner rendez-vous, comme à l'ordinaire, à nos auditeurs vendredi prochain. Bonsoir.